Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, on est en juillet. Euh, alors ce mois-ci, j'ai choisi pour illustrer la vidéo Céline Enfellner qui était la conférence d'ouverture du STIC de cette année. J'étais au STIC cette année, contrairement à l'année dernière, donc j'ai pu assister notamment à sa conférence, dont je mettrai le lien sous la vidéo comme à chaque fois. Alors le STIC, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un acronyme, SSTIC, pour Symposium sur la sécurité des technologies et de l'information et des communications. Bref, une conférence francophone annuelle sur le thème de la sécurité de l'information. Je sais plus l'édition numéro combien c'était, mais elle existe depuis un bout de temps. Le STIC c'est assez ancien. Voilà. Et donc ce talk, il était selon moi le plus intéressant du STIC de cette année, puisque ça faisait un retour d'expérience sur donc le conflit, la guerre Ukraine-Russie. Donc ça parle d'abord de la Russie, ensuite de l'Ukraine, et des conséquences pour les réflexions françaises. Et du coup, Céline, elle était une pentesteuse à l'ANSSI pendant une dizaine d'années, hein, donc elle a fait beaucoup de pentests à une époque. Maintenant, elle est au plus haut niveau, donc le talk est d'ailleurs assez haut niveau, mais il contient pas mal de choses intéressantes, dont des choses dont je ne pensais pas que c'était public, donc c'est intéressant de voir aussi qu'il y a pas mal de choses qui sont publiques sur ce conflit. Voilà, et du coup, quitte à parler d'une ancienne pentesteuse, on va faire un peu du pentest à l'ancienne ce mois-ci, puisqu'on va s'attaquer à une machine qui s'appelle Retro2. Et Retro2, elle est intéressante. Alors en fait, elle est intéressante, oui et non, ça dépend si on respecte, si on prend la solution, si on déroule la solution attendue, ou si on coupe et on coupe en utilisant zero logon. Avec zero logon, elle tombe directement, et il n'y a pas grand chose à faire sur cette machine, mais pour que ce soit plus intéressant et pour apprendre un peu plus de choses, on va exploiter la solution attendue pour compromettre cette machine Retro2. Et donc du coup, on pourrait penser à quoi ça sert de faire du pentest, ou en tout cas de s'exercer sur une machine ancienne, parce que ça existe toujours, hein. On a encore des cibles, par exemple sur des usines, hein. Dans les usines, il y a un taux de remplacement de machines qui est très lent, parce que les machines ont des fonctions qui doivent tenir pendant longtemps, et du coup on a encore des machines de ce type-là dans certains périmètres. Voilà, j'en dis pas plus, de toute façon on va dérouler cette machine, on va retrotter vers une résolution à l'ancienne, mais avant ça, la minute frime comme chaque mois. Et ce mois-ci, alors je devrais être très content puisque je suis passé 7ème mondial sur les sites de challenge de hacking, mais c'est pour une raison pas très glorieuse, puisqu'en fait c'est Benito 255, hein, le premier mondial, qui fait une pause pour une durée indéterminée, donc il s'est retiré du classement, et du coup ça a automatiquement fait monter tout le monde d'une place en fait. Et du coup, Raya Seiren est passé premier mondial sur ce classement. Voilà pour la petite minute frime, et on va ensuite avoir une longue minute résistance, pour la démocratie, puisque il y a un rapport qui est sorti sur le site du Sénat sur le masculinisme. Alors je rappelle, le masculinisme, un des objectifs du masculinisme, c'est de mettre fin à la démocratie, hein, d'où le fait que si on souhaite défendre la démocratie, il faut lutter face à cette idéologie. Et du coup, ce rapport, il y a pas mal de choses intéressantes, mais il y a une question que je me pose. Alors sur les choses intéressantes, c'est bien de rappeler que X et TikTok n'ont pas souhaité participer, enfin surtout X qui est donc la propriété d'Elon Musk, donc on n'est pas très surpris, hein, Elon Musk étant un masculiniste, hein. C'est d'ailleurs écrit dans le rapport, ici on peut voir, hein.
Mais au-delà de ça, c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de la DGSI qui indique ici sur les algorithmes, hein, si certaines grandes plateformes ont consenti des efforts en matière de modération de contenus terroristes, la prise en compte des contenus radicaux incel demeure très lacunaire. Ces contenus échappent fréquemment aux algorithmes de détection automatique et ne font l'objet de suppression tardive et lacunaire. Donc on voit qu'il y a, voilà, hein, les plateformes c'est à double vitesse comme souvent. Et bon, ce que je disais, je sais plus si je l'ai dit sur Axize, mais ça c'est un message que je dis souvent, hein, le problème des algorithmes, surtout sur Meta, enfin sur les plateformes qui sont dirigées par des hommes masculinistes, c'est que du coup les algorithmes biaisent la représentation et donc ils ciblent les messages féministes pour que les messages féministes soient moins en visibilité, et ça met en visibilité plus les contenus masculinistes. On sait très bien que tous ces algorithmes sont opaques, hein, c'est reprécisé encore dans le rapport. Du coup, moi je comprends pas pourquoi on ne demande pas à ce que ces algorithmes soient transparents. Et notamment quand on regarde les conclusions du rapport, hein, il y a une synthèse où il y a je crois qu'il y a 12 recommandations. Dans ces 12 recommandations, il y en a une sur ces fameux algorithmes. Et en gros, la recommandation, c'est de sensibiliser les gens au fonctionnement des algorithmes. Et c'est cette recommandation que je trouve pas super claire, puisque par définition, même les chercheuses et les chercheurs, ils galèrent à faire du reverse sur les algorithmes de plateformes Meta, X et compagnie, puisque c'est vachement compliqué de connaître un algorithme quand il n'est pas transparent. Et du coup, pourquoi ne pas plutôt demander simplement à ce que l'algorithme soit transparent, ou carrément à faire sauter l'algorithme, hein, comme ça peut être le cas sur le réseau social Mastodon, il n'y a pas d'algorithme, et pour moi il n'y a pas besoin d'algorithme sur les réseaux sociaux, puisque par définition, un algorithme, ça te montre pas ce que toi tu as envie de voir, mais ce que lui, il a envie que tu vois. Alors du coup, bon, je suis pas totalement naïf, je sais bien que la raison qui fait que c'est pas dans la recommandation, c'est probablement parce que c'est des milliardaires, hein, qui se font beaucoup d'argent avec ces algorithmes, donc ça va être compliqué de les contraindre à les rendre transparents, voire à les supprimer. Mais bon, quand on réfléchit, il y a par exemple l'accès aux réseaux sociaux qui, avant 15 ans, qui est en réflexion sur le couper complètement. Donc est-ce que ça c'est pas plus radical que de rendre les algos transparents? Et pareil, quand on réfléchit, est-ce que maintenir la démocratie c'est pas plus important qu'enrichir des milliardaires? Donc voilà, je suis surpris de cette gentillesse que fait ce rapport envers l'opacité des algorithmes. C'était la minute résistance. On va pouvoir passer à la machine du mois. Allons pirater cette rétro tout. Et comme chaque mois, j'ai déjà fait le scan Nmap en amont pour gagner du temps. Et ce scan de port Nmap nous indique qu'il y a plein de ports ouverts. Globalement, c'est un DC, un contrôleur de domaine. On a le RDP ouvert. Pas de site web, hein, donc là on va pas jouer avec du web ce mois-ci. Donc comme souvent, l'idée ça va être de commencer par ajouter la machine dans etc host, puisque elle n'est pas sur internet, donc la résolution DNS de cette machine ne marche pas. Donc je vais utiliser la fonction generate hosts file de netexec pour générer un fichier host, et je vais mettre à jour mon fichier etc host pour utiliser cette machine en cible. Ça je crois que je peux le virer, et celui-là il est là. Donc automatiquement, hein, netexec avec le protocole SMB a récupéré le domaine et le nom de la machine cible. Ok, alors maintenant qu'on a fait ça, on va comme souvent, quand il y a du SMB
essayer d'énumérer s'il n'y a pas des partages accessibles. Et il y en a un partage public accessible en lecture. Donc évidemment, on a envie de voir ce qu'il y a sur ce partage public. Donc je me connecte dessus. Je vois qu'il y a deux répertoires. Il y a un répertoire DB avec un staff.accdb. Donc je vais télécharger ce fichier. Et un répertoire temp avec rien dedans. Ok, au moins l'énumération est rapide. Et donc si on regarde ce que c'est ce fichier staff, on voit que c'est un fichier Microsoft Access Database. Alors Access pour les plus jeunes, c'est toujours, mais on le voit quand même très rarement aujourd'hui, un système de gestion de base de données relationnelles édité par Microsoft. Il fait d'ailleurs toujours partie de la suite Microsoft Office. Alors du coup pour l'ouvrir sur Linux c'est une galère puisque c'est plus trop d'actualité et c'était un truc de Microsoft. Donc on va plutôt utiliser une machine Microsoft et on va utiliser une Flare VM. Tiens, ça devrait le faire pour ouvrir un fichier Access. On met ça en plein écran le temps que ça démarre. On avait utilisé une Flare VM, je sais pas pour quelle machine de Acksize, mais n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur la Flare VM. Du coup, je vais ouvrir, bah tiens il est là, RetroTo, et je vais ouvrir ce staff.accdb fichier Access avec du coup Microsoft Access. Il reconnaît automatiquement l'extension. C'était a priori une extension habituelle pour Microsoft Access Database. Mais ça demande un mot de passe. Donc on va pas pouvoir l'ouvrir. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un script de John pour craquer, essayer en tout cas de craquer ce mot de passe. On va utiliser Office to John. Je le prends directement sur GitHub de OpenWall. Voilà, on a récupéré ce script et je le lance sur notre fichier Access. Et donc je vais mettre la sortie à la fois dans un fichier qui s'appelle staff ccdb.h et je l'affiche aussi à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Bah, ça ressemble à des hash classiques avec John. Ok, et donc je vais essayer de craquer le mot de passe de ce hash avec le dictionnaire ROQ, comme on le fait souvent sur Hack-the-Box, puisque la règle c'est que s'il y a un mot de passe à craquer sur Hack-the-Box, il faut utiliser ce dictionnaire de mots de passe. Et on voit qu'il y arrive sans souci. Donc si je fais --chaud, on voit que c'est classe 08 le mot de passe. Donc bah, on va aller ouvrir ce fichier database maintenant qu'on a cassé le mot de passe. Alors, classe 08. Ok, ça nous ouvre cette pop-up de merde, ce fichier. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai pas payé Microsoft, je vais pas avoir toutes les fonctionnalités disponibles sur Microsoft Access. Mais ça va nous suffire pour résoudre la machine puisque on peut faire un export de ce staff members dans un fichier texte que je vais mettre plutôt ici. Je sais pas s'il va aimer. Si je le mets là.
tac. Il l'a pas mis au format texte là. What the fuck. Exporter. Fichier texte. Staff members. Ça, je pense que je m'en fous. Ça aussi, je m'en fous. À moins qu'il aime pas qu'on mette ça sur un partage. Du coup... Ah oui, non, c'est plutôt le module qui va nous intéresser et pas les tables. C'est bizarre quand même qu'il n'arrive pas à créer les tables. Et si je fais le module directement là-dessus, est-ce que c'est mieux? Non, hein. Bon, encore de l'Adobe Microsoft. Ok, donc on va l'exporter sur un fichier local pour le copier ensuite sur un fichier distant. Hein, il est tellement doué. On va mettre ça dans Document Staff. Ok. Tac, Document. Et là ça marche. Et ben. Alors, donc ce fichier staff, je vais pas l'ouvrir sur Windows, parce que dès que je peux me passer de Windows, je me casse de Windows. Je vais l'ouvrir ici. Staff. Avec un point, ça marche pas top. Il faut mettre .txt. Et là, ça marche. Parfait. Et on voit que très rapidement, dans ce code, je sais plus comment s'appelle ce langage, VBScript, on a un utilisateur en dur de l'AD en plus du domaine Retro 2 avec son mot de passe. Donc je vais éteindre cette machine qui ne devrait plus me servir et pour libérer de la ressource. Et donc avec ce mot de passe qu'on vient de récupérer dans le module de la DB Access, on va déjà valider que le mot de passe il fonctionne bien. Donc je ferme et je fais un net exec avec ce mot de passe sur SMB et on voit que il est bien fonctionnel sur le domaine. Et donc je vais pouvoir récupérer, quand on a un compte fonctionnel, légitime sur le domaine, on peut récupérer les informations pour Bluedent. N'hésitez pas à aller sur la vidéo où je parle de Bluedent. Je ne me rappelle plus laquelle c'est, donc on va aller voir ça de suite. Mais si on fait Bluedent, j'ai parlé de Bluedent sur Forest. Il y a fort longtemps, puisque c'était il y a 5 ans. Ok, alors je vais lancer Bluedent. Il est d'ailleurs déjà lancé il est là. Et je vais lui mettre le fichier. Ah oui, c'est vrai que par défaut, netexec, il met ça dans un endroit dont je me souviens plus, un truc genre tac tac, netexec ou netxc. Voilà, et là je dirais module. Non. Alors je sais plus où il met ça. Logs. Netexec LDAP, truc machin, Bluedent. J'ai l'impression qu'il n'a pas marché en fait, puisqu'il est quelle heure là, sur cette machine? Il est 4h35, on n'a rien là. Pourquoi? Ah oui, ça n'a pas marché parce que j'ai pas mis la bonne IP. Ah ah. Donc je vais revenir ici comme ça, ce sera mieux. Et je la rejoue sur la bonne IP. Notre IP c'est 34.1. Moi j'étais sur 32.19, donc rien à voir. Je la refais. C'est mieux.
C'est mieux, c'est mieux. Et normalement, je crois qu'il va afficher le chemin où il crache le fichier. J'ai pas trouvé un moyen pour qu'il mette le fichier ailleurs que dans NXLogs. Mais bon. Donc on rapatrie ce fichier zip sur ce répertoire. Pourquoi? Parce que ça me permet de l'avoir sur cette machine où il y a Bloodhunt. J'ai toujours pas réussi à faire marcher Bloodhunt dans Kali. Et je crache ce zip là-dessus. Et je fais upload. Ici on a un file ingest history pour voir que c'est toujours en ingesting, donc c'est toujours pas encore ingéré par Bloodhunt. Ces informations sur l'Active Directory que l'on a récupéré grâce au compte compromis LDAP Reader. Bon après il y a plusieurs méthodes sur cette machine, il y a plein de méthodes d'ailleurs sur cette machine pour vous promettre, donc je ferai pas tous les chemins possibles. Je fais celui-là qui me semble le plus logique et je crois qu'il est relativement proche de la solution attendue. Ok, le fichier a été ingéré. On va pouvoir partir sur Explore. Donc pour gagner du temps, je vais directement sur la requête qui permet de comprendre un peu ce qui se passe. Enfin, le chemin d'attaque possible, c'est si on regarde Computers with Unsupported. On peut faire une recherche dedans, ouais. Unsupported Operating System, voilà. Quand on fait ça, on voit que la machine cible elle est sur un OS qui n'est plus maintenu, c'est-à-dire un Windows Server 2008 R2 Data Center. Et d'ailleurs, ça ne disait pas d'entrée ça. On aurait pu le voir ici en fait, sans s'emmerder à prendre Bloodhunt. Et en plus, le nom de la machine RetroTool laissait à penser que effectivement c'était une machine ancienne. Donc finalement cette étape Bloodhunt, en tout cas sur ce point là, elle n'est pas forcément indispensable. On peut directement voir avec NetExec que la cible est sur un vieux système d'exploitation Microsoft, et donc qui dit vieux système d'exploitation Microsoft dit on peut essayer près de cas qui regarde donc s'il n'y a pas des vieilles machines, et puisque les vieilles machines à l'époque, le mot de passe du compte machine c'était tout simplement le nom de la machine. Et là c'est le cas, on voit qu'il y a deux machines FS01 et FS02 qui dans la DA qui ont le mot de passe à l'ancienne. Donc si on revient sur Bloodhunt, pardon, c'est pas celui-là, il est là, et qu'on cherche donc ce FS01 ou 02, on voit la machine qui est effectivement dans la D, et si on regarde sur les output object control, qu'est-ce qu'elle peut faire cette machine? Elle peut changer le mot de passe. Donc on a un forced change password sur FS02, on s'en fout, on l'a déjà le mot de passe, mais aussi sur ADMWS01. Et ça tombe bien, on n'a pas le mot de passe de cette machine. Donc forced change password, et pas de surprise, on peut cliquer dessus pour avoir l'info, mais ça paraît logique que ça permet de changer le mot de passe de la cible. Donc on peut le faire de différentes manières. Ici par exemple, il y a NetRPC, passe de HNet. Moi pour le coup, je vais utiliser c'est marrant, je vais utiliser une solution qui n'est pas là-dedans. Alors donc, comme on peut changer le mot de passe d'une machine qu'on maîtrise pas, c'est quand même cool, donc on va le faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord récupérer un ticket Kerberos sur FS01, puisqu'on a le mot de passe de FS01, je peux récupérer un ticket Kerberos sur cette machine, et ça me permettra de, avec ce ticket Kerberos, d'ajouter un ordinateur qui s'appelle ADMWS01 machin $. Et une fois que j'ai ajouté cet ordinateur, eh bien je vais pouvoir me connecter avec ce compte machine et le mot de passe Lisbeth Rocks qu'on a défini juste
juste au-dessus, ici. Donc en gros, hein, comme on a le force change password, on peut modifier le mot de passe de cette machine ADM WS01 $, et une fois qu'on a compromis le compte de cette machine ADM WS 01 $, je vais mettre clic droit à to own, hein, j'ai compromis cette machine. Et du coup, ensuite je regarde sur les différents chemins from own. Voilà, je regarde tous les chemins possibles depuis les machines qu'on a compromises. Et on voit que il y a un chemin qui permet d'aller taper le remote desktop user et d'aller taper FS0102, ça on s'en fout, on a déjà compromis ces machines. Ok, donc moi ça me paraît pas mal d'aller dans le remote desktop user, et donc pour ça on va utiliser Bloody AD, et Bloody AD je crois pas qu'on l'ait déjà utilisé sur Acsize, donc c'est un framework, un quadriciel en bon français d'escalade de privilèges sur l'Active Directory. Et ça permet de jouer vraiment sur plein de paramètres sur l'Active Directory. Donc on utilise en général Bloodhunt pour l'énumération et après Bloody AD pour l'exploitation. Donc dans notre cas, on va donc sur ce domaine Retro 2, sur la machine cible, avec le compte machine qu'on a compromis, ajouter LDAP Reader, le compte qu'on a compromis en amont, dont on a le mot de passe, dans le groupe service. Alors du coup, si je reviens sur Bloodhunt, il est là, le groupe service. Bim. Parfait, ça fonctionne. Et du coup, vu qu'on l'a ajouté dans le groupe service, normalement maintenant, on est membre du Remote Desktop Users, donc on peut se connecter en RDP à cette machine avec le compte LDAP Reader qu'on a ajouté dans le bon groupe. Et ma foi, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Parfait, on est connecté en RDP et on a donc accès au ces deux points où on a le flag utilisateur. On a compromis le flag user sur cette machine. Parfait. Alors à partir de là, pour la Privesc, l'évaluation de privilèges, en fait, quand on a une vieille machine comme ça, on a pas mal de possibilités. Il y en a une qui est chouette, dont j'ai jamais parlé sur Acsize, donc je vais utiliser celle-ci. Si je me connecte sur le GitHub de ITman M4N, on a perfusion. Et donc ça du coup c'est un exploit qui utilise donc RPC EPT Mapper sur toutes ces machines là, et c'est un exploit qui n'a jamais été corrigé par Windows puisque c'est des machines qui sont plus maintenues. Donc en fait quand on a des vieilles machines et qu'on cherche à faire une Privesc, c'est vraiment une piste fort pratique. Donc allons-y, on va essayer d'exploiter perfusion. Donc pour exploiter perfusion, il faut télécharger et compiler, puisqu'il n'y a pas de version compilée sur GitHub. Du coup, je vais aller sur une machine Windows, je crois que c'est celle-ci, où j'ai Visual Studio d'installer. Et comme ça, une fois que j'aurai Visual Studio, je pourrai
cloner la repository de ITman de perfusion et la compiler. Et une fois que j'aurai le binaire compilé, je vais pouvoir l'exécuter sur la cible en le transférant par RDP par exemple, et ça permettra normalement d'élever nos privilèges et de devenir root sur cette machine. Alors, Visual Studio, c'est bien installé sur cette machine. Donc je fais cloner un dépôt, je crache le dépôt ici, cloner. Bon, c'est une vieille machine, hein. Windows 10, je suis pas à jour, mais je pense que ça devrait le faire quand même. Recibler les projets, ok. Donc on passe du debug au release. On n'est pas là pour du debug, on est là pour de la prod. Et je génère la solution. Fin de génération du code. Donc du coup, a priori, c'est pas mal. J'ouvre le navigateur de fichiers. Et a priori, il a dû le mettre là-dedans. Ouais, c'est ça. On est bon. Je vais récupérer l'exé et le mettre dans la machine Hack-the-Box rétro tout. Ici. Nickel. Et du coup, je reviens sur ma Kali. Et comme j'ai lancé en RDP un disque Tenflow ça c'est le nom du partage, point, donc il partage le répertoire courant sur le RDP. Donc ici, je vais dans ce partage, je prends l'exécutable qu'on vient de mettre dedans, perfusion, je le déplace sur download, par exemple. Et il ne reste plus qu'à le lancer. Alors le lancer depuis une invite de commande PowerShell. Donc je vais dans Download. Notre exécutable est bien là. Et je le lance avec l'argument cmd-i pour avoir un cmd. Et donc il va utiliser ce fameux RPC avec une DLL. De toute façon le détail je vous laisserai lire tranquillement. De cet exploit perfusion, et on arrive avec un shell qui est NT Authority System, donc on est administrateur de la machine, et donc je vais dans le compte administrateur sur le bureau et j'ai bien le flag root. Donc on a compromis complètement cette machine rétro-tout. Voilà, donc bon, si on se place d'un point de vue Blue Team, ça va pas être simple parce que du coup il y a trop de choses à changer. Donc déjà les mots de passe près de cas là, hein, donc les vieilles machines Windows 2000 etc. Qui ont un mot de passe qui correspond au nom d'autre de la machine, du coup c'est pas un mot de passe, donc c'est un gros problème sur l'AD. Mais de manière générale aujourd'hui sur ces vieilles machines, de toute façon ce qui est recommandé quand on a, parce que de toute façon une vieille machine qui existe aujourd'hui c'est généralement des machines dont on peut pas se passer, sinon ça ferait longtemps qu'elles auraient été éjectées. Du coup on recommande plutôt de les isoler sur des VLAN dédiés complètement fermés, au maximum en tout cas fermés, pour qu'elles soient toutes seules dans leur réseau, et que si elles sont compromises ça n'impacte pas le moins possible le reste du réseau. On avait quoi? On avait le mot de passe trop facile sur l'Access, on pensait à mettre des mots de passe durs même sur des vieux trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue Blue Team? On avait tac. Donc les droits dans la D qui n'étaient pas bons, le force change password, bon ça c'est des choses à remonter, ne pas hésiter par contre, ou d'ailleurs en tout cas, à
utiliser Boothunt aussi d'un point de vue défensif. Hein. Moi j'ai pas mal de clients qui lancent Boothunt une fois par mois sur l'AD ou des choses comme comment il s'appelle celui-là qu'a fait produit utilisé par Vincent Le Tout, enfin créé par Vincent Le Tout. Ça ne revient plus, mais bon bref, des outils pour auditer l'AD, d'un point de vue Blue Team, il y en a pas mal, donc ne pas hésiter à les utiliser pour enlever ce genre de petite misconfiguration, problème de configuration qui a permis ici de passer du compte FS01 au compte ADM WS01. Voilà, donc après on a pu passer RDP, pareil à cause des misconfigurations au niveau de l'Active Directory. Et donc si la machine est Windows 2008, enfin si la machine est une version Windows qui est plus supportée, par définition c'est qu'on peut la compromettre. En tout cas, je sais pas s'il y a des exemples de OS Windows qui sont plus supportés mais où il n'y a pas d'exploit public pour les compromettre, mais je suis pas sûr. En général, si c'est plus supporté, c'est mort, on peut l'exploiter. Et donc là, on s'est un peu pris la tête, puisque si on avait fait 0 logon, sans compte d'authentification ni rien, on lançait 0 logon et bim, on était maître du domaine rétro 2. Voilà pour ce mois-ci. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.